Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle session du Musée de la Grande Guerre dans son canapé. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est inspirée notamment de celle de Madame Jardet, mieux connue sous son pseudonyme G. Fontet. Son histoire s'appelait La Grande Guerre, racontée à 4 petits Français. Les illustrations que vous allez voir sont de G.M. Salgé. Et je voulais quand même reprendre le début de cet ouvrage, et notamment, il est dédié à la mémoire, je cite, de notre cher petit Louis, engagé volontaire, mort glorieusement devant Verdun en un jour de victoire, le 15 décembre 1916. Je vais donc vous raconter maintenant la Grande Guerre racontée à 4 petits-enfants. Le 2 août 1923, à la campagne, il fait un superbe soleil d'été. Les 4 enfants, Simone, Henri, François et Madeleine, de 5 à 9 ans, en vacances depuis hier, ont déjà exploré de la cave au grenier la vieille maison de grand-mère et visité dans ses moindres recoins le jardin, la niche des chiens, la cour des poules. Ils rentrent harassés de chaleur dans la salle fraîche au volet mi-clos, où les grandes personnes tricotent sagement et tiennent des propos sans intérêt. Cette irruption est si bruyante et dérangeante que maman a déjà prononcé les mots peu sympathiques de devoir de vacances, accueillis par un « Oh, improbateur !» « Eh bien, dit maman, trouvez donc un jeu tranquille jusqu'à l'heure du goûter. » Un jeu tranquille et amusant. C'est bien vite dit. On cherche sans trouver. En désespoir de cause, l'aînée, Simone, câline, s'adresse à tante Geneviève qui coud dans son coin. « Tante, une histoire ? Ah, mes chéris, je vous ai raconté toutes celles que je sais. Mais non, une histoire de quand vous étiez petite. Si vous voulez, je vais vous en dire une de quand vous étiez petit vous-même, puisque vous êtes né au cours de cette histoire. Mais il vous faudra plus d'un jour pour l'écouter en entier. Qu'est-ce que cette longue histoire? Les 1001 nuits peut-être? Une histoire bien plus terrible que tous les contes du temps passé, et qu'on trouverait incroyable si elle n'avait pas été vécue sous nos yeux, si nous n'en connaissions pas tous les auteurs. Une histoire grande comme le monde, car tous les peuples de la terre y ont pris part. Une histoire aussi qui touche chacun de nous dans ce qu'il y a de plus cher, puisque votre papa, vos oncles, vos grands cousins, nos frères, nos fils, nos amis en ont été les acteurs et les martyrs, et que l'histoire même de notre pays s'est jouée dans cette lutte. C'est l'histoire, en un mot, de la guerre 14-18. Et nous allons la faire revivre là, sur la table ronde que va nous prêter grand-mère, avec tous vos jouets pour arriver à bien la comprendre. Henri, cherche toutes les boîtes de jeux du grenier. François, apporte-moi les animaux de la ménagerie. Simone, donne-moi du carton, des crayons, ta boîte de couleurs, du fil, des ciseaux, des épingles, des boîtes d'allumettes vides, des billes. Madeleine, tu nous trouveras bien des dominos. Avec quelle allégresse on se met en quête du matériel demandé. Avec quel cri de joie on le cherche et on le trouve. Inutile de le dire, n'est-ce pas? Bientôt, les 4 enfants, assis sagement, attendent tous yeux, toute oreille, que tante Geneviève commence l'histoire. Étendant sur la table un grand papier blanc sur lequel elle dessine à grands traits l'Europe d'avant-guerre et sortant quelques animaux de la ménagerie, elle fait le tableau suivant. L'Europe, en 1914, est une sorte de jardin d'acclimatation habité par divers animaux, chacun derrière ses grilles, ses frontières. Au centre, en Allemagne, un aigle énorme dans toute la force de l'âge. Auprès de lui, presque dans la même cage, un aigle vaillant, bien que plus âgé, l'Autriche. En face de ces 2 oiseaux, qui font ensemble un pacte de guerre, que voyons-nous sur l'île? Un gros chien bulldog. Il est le gardien du Royaume-Uni et de ses traités. De l'autre côté de la Manche, un autre bon chien, le berger belge, qui ne laissera passer personne par les chemins interdits. Et près de lui, un coq chante gaiement en France. Si ce dernier ne passe pas son temps à pousser des cris de guerre, il n'aime pas qu'on lui marche sur les pattes. S'il le faut, il saura donner un bon coup de bec. En Italie, voyez ce gros chat qui ronronne, pattes de velours par-ci, coup de griffe par-là,
Et puis dans ce coin d'Orient, Turquie, Grèce, Bulgarie, Serbie, Roumanie, une collection d'animaux. Un crocodile qui garde les Dardanelles, un singe, un renardeau, un jeune loup, une hyène. Toutes ces bêtes, jeunes ou vieilles, à courtes ou longues dents, petits ou gros appétits, s'entre-dévorent, s'alliant aujourd'hui avec celles qu'elles mangeront demain. Enfin, à l'est de l'Europe, un ours énorme est couché. Sa queue est près du Japon, tandis que sa gueule est ouverte face à l'Allemagne. Conduit par son gardien le tsar, cet ours a été admis dans l'alliance du coq et des chiens, tandis que les deux aigles et quelques animaux d'Orient se sont entendus pour être ensemble. Un prétexte de bagarre n'a pas tardé à se présenter. En juillet 1914, le prince héritier d'Autriche est assassiné par un Serbe. Aussitôt, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie, qui appelle à l'aide sa grande amie russe. Les deux aigles, l'Allemagne et l'Autriche, marchent ensemble, tandis que la France, alliée de la Russie, se prépare à la guerre. Comme ces dominos, le premier est touché, toute la rangée est par terre. En quelques jours, tous les peuples sont en guerre, groupés sous deux drapeaux. D'un côté, celui de l'Allemagne, l'Autriche, la Turquie, et de l'autre, celui de la France, la Belgique, le Royaume-Uni, la Russie, la Serbie, plus tard l'Italie et enfin les États-Unis. Le 2 août 1914, une date que pas un Français ne peut oublier ou ignorer, toutes les églises de France sonnent le tocsin. Et dans chaque commune, on placarde 7 affiches. Ordre de mobilisation générale. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914. À cet appel terrible, les hommes et les femmes quittent leur travail. Les splendides moissons qui paraissent cet été-là, plus belles et plus aimées que jamais. On rentre à la maison. On cherche d'abord le livret militaire. Quel jour faut-il partir ? On fait un très petit paquet de ce que l'on croit être nécessaire. Quelques pièces d'or s'il y en a dans le tiroir. Et puis on embrasse vite la femme, les enfants, les vieux. Tout ce qu'on aime et qu'on va défendre là-bas à la frontière. Un regard à la maison, au champ, au clocher. C'est le départ. La guerre est déclarée. C'est la déclaration de guerre. Pour bien comprendre tout ce qui va se passer, déplions la carte de l'Europe et réunissons tous nos petits soldats de plomb disponibles. Plaçons les forts belges face à la frontière allemande. Voilà où va se grouper l'armée belge. Les petits soldats français sont en ligne derrière leurs frontières. Quant aux Anglais, ils nous observent avec une longue vue en se demandant ce qu'il convient de faire et si vraiment les disputes du continent peuvent les intéresser. Devant les forteresses belges, voyez ces soldats allemands vêtus de vert gris qui s'avancent. Que veulent-ils ? Écoutons ce qu'ils nous disent. « Braves voisins belges, laissez-nous passer, nous sommes pressés, et votre route est la plus courte. Nous ne vous ferons aucun mal. »« Impossible, répond le roi belge du haut du mur. Vous savez bien que nous interdisons à quiconque de franchir cette barrière fermée à clé et que nous avons promis de la défendre au péril de notre vie. »« Impossible, répète l'empereur allemand. Vous n'y pensez pas. De gré ou de force, nous passerons. Et si vous ne voulez pas ouvrir la serrure dont vous avez la clé, nous démolirons la porte avec nos gros canons. »
Pan à droite, boum à gauche, c'est un vacarme assourdissant. Et les énormes obus qu'on appelle bientôt marmites tombent comme grêle sur les forts belges et les démolissent un à un. Mais voyez-vous, 15 jours après, tous les forts sont tombés et l'armée allemande se déploie sur la Belgique entière, se hâtant sur les routes qui mènent à la France. François, fais reculer tes petits soldats belges, qu'ils rejoignent les soldats français à leurs frontières. Ces derniers savent désormais que les soldats verts gris viennent à leur rencontre. Celle-ci a d'ailleurs été bien malheureuse. Fin août, on perd plus de 70 000 hommes en 3 jours. Il s'ensuit une retraite extrêmement rapide de nos armées vers Paris. Simone, dépêche-toi de replier les soldats français vers cette petite tour Eiffel qui représente notre capitale. Elle est le point de mire de tous. Pour les ennemis, elle représente la victoire. Il leur faut à tout prix et vite. Pour nous Français, c'est le cœur même de notre pays que nous défendrons coûte que coûte. En attendant, voilà toutes nos armées du Nord en retraite précipitée, poursuivies par les ennemis. La course s'arrête lorsque les armées se retrouvent face à face, de chaque côté de la Marne, formant une ligne immense de Paris à Verdun. Qu'arrivera-t-il ensuite? Nous le verrons demain. Le lendemain, la joyeuse bande se précipite au salon pour écouter la suite de l'histoire. Tante Geneviève les y attend. La carte, les petits soldats, les dominos, tout est à la même place que la veille. « Ah, mes petits, dit-elle, nous en étions à la bataille de la Marne. Elle me paraît être la plus grande du monde, car il se joue ici le destin de notre pays. Entre Paris et Verdun, Simone, tu alignes tous les soldats français disponibles, commandés par ce beau général à plumes blanches, Joffre. Madeleine, dispose tes petits Anglais kaki à gauche et au nord de Paris. Mais notre tour Eiffel a peu de défenseurs, et les Allemands sont si près. Quel est cet officier si actif au pied de la tour, demande François. C'est Gallieni, gouverneur militaire de Paris. Il a sous ses ordres une petite armée qui va rendre un fameux service sur le champ de bataille, car la lutte est indécise. Dès le 5 septembre, aux abords de Meaux, le premier coup de canon est tiré et la bataille commence. Les canons tonnent, les mitrailleuses crépitent, les fusils claquent. C'est un vacarme infernal dont l'écho arrive à Paris. Comment faire pour transporter les troupes de Gallieni là où elles pourraient être utiles? Son parti est vite pris. Il réquisitionne tous les autobus, taxis, autos de livraison, etc. de Paris. Il y empile son armée, 5 par 5 dans chaque taxi. Et au cri de « En avant !» on roule à toute vitesse vers le champ de bataille. François met sur Paris toutes tes billes et pousse-les vite sur les routes que voilà. Elle représente autobus et taxis, conduisant l'armée de Paris en renfort près d'ici. Après 9 jours de lutte, du 5 au 13 septembre 1914, nos soldats font reculer l'ennemi de 100 km jusqu'à cette vallée de l'Aisne où, Henri, tu alignes tes soldats verts gris face à face avec l'armée tricolore de Madeleine. Alors qu'une partie des armées s'enterre, l'autre poursuit sa course à la mer. Quand les armées comprennent qu'elles ne passeront pas, d'un bout à l'autre du front, les soldats s'enterrent dans les tranchées qui vont devenir leur logis d'hiver et d'été pendant 4 longues années. Demain, votre oncle René vient. Et lui qui a fait la guerre dans l'infanterie, il nous dira très exactement comment les tranchées étaient faites, aménagées, et la vie qu'on y menait. Ah, vous voulez savoir ce qu'était la vie de tranchée, dit le jeune oncle René dont la boutonnière sort discrètement de la croix de guerre. Eh bien, mes enfants, on va vous expliquer ça. Mais commencez par prendre chacun sur vos épaules pelle et pioche, les vraies armes du fantassin, encore plus indispensables que le fusil et la baïonnette. Et puis, allons au jardin. Et dans la pelouse de grand-mère, nous organiserons un véritable petit secteur du front à la dimension de vos soldats de plomb. Voyons, où nous installons-nous? Le bord du gazon, le long du chemin, ce sera la première ligne française. Elle contournera les rosiers qui deviendront un massif montagneux et boisé.
Le chemin, ce sera le no man's land. Et la taupinière là-bas, on en fera l'abri du colonel. Henri creuse la tranchée de première ligne très en zigzag, de façon que si un obus y tombe, il ne fasse de mal que juste où il éclate. La seconde ligne sera faite 1 mètre plus loin par François, et Madeleine creusera la troisième encore 1 mètre en arrière. D'une aire, tous à vos pelles et vos pioches. Pour finir, cueillez quelques petits bâtons dans le massif, coupez-les à hauteur de vos tranchées qui en seront vêtus tout du long, sans quoi la terre s'éboulerait. Simone va s'occuper avec moi de faire, derrière la première ligne, l'abri du sergent et des hommes, plus loin, la cagna du capitaine, en arrière encore, la cuisine, le poste de secours et le cantonnement. Ah, vous trouvez que la terre est un peu dure, hein? Les soldats en ont fait 800 km comme cela, mais à leur taille à eux. Entre les lignes de tranchées, creusez aussi les boyaux, ces petits fossés toujours en zigzag qui les relient entre elles. Voilà, c'est parfait. Simone, as-tu installé la cuisine roulante? Car il faut que tout ce monde la mange. Les cuistots, comme on les appelle, sont à 3 ou 4 km du front. Il faut que leur fumée ne se voit pas trop, car les canons ennemis ont un soin tout particulier pour démolir nos cuisines quand ils peuvent les repérer. La roulante, attelée d'un bon petit cheval, est déplacée à proximité du front. Puis de là, le repas doit être transporté à pied et distribué dans la tranchée même. Puis de là, le repas doit être transporté à pied et distribué dans la tranchée même. C'est la marmite de grand-mère, pleine de soupe, enfilée sur un bâton solide, appuyé sur leurs épaules, que François et Henri improvisent la distribution du repas. Voilà le rata qui passe. Chacun tend sa gamelle et se fait servir copieusement. Boules de pain, bidoche, pinard. Ce repas sera chaud ou froid selon la bonne ou la mauvaise humeur de ceux d'en face. Car l'ennemi n'est pas loin. L'oncle pointe du doigt la zone du jardin située de l'autre côté du chemin. En face de nos lignes, se dressent des lignes allemandes semblables aux nôtres. Maintenant, prenez chacun quelques-uns des petits soldats de votre escouade et faites-les passer dans les fossés. Vous allez relever les troupes en ligne qui vont à leur tour rejoindre le cantonnement. Moi, dit l'oncle René, je me mets de l'autre côté du chemin. Je suis l'artillerie ennemie avec les balles de tennis comme obus. Tant que votre troupe est cachée, je ne tire pas. Mais le premier détachement paraît sur une partie découverte. Je lance un premier obus. L'oncle René jette l'une de ses balles de tennis sur les lignes des enfants. Personne n'est touché? Tant mieux pour vous. Mais gare, car je continue à tirer. Allons, petits soldats, trottez-vous pour traverser le passage dangereux. Les balles pleuvent. L'une d'elles percute les positions des enfants. 2 blessés. Voilà les brancardiers qui arrivent en courant. Relevez vite les blessés et emportez-les au poste de secours où ils seront pansés puis emmenés à l'ambulance. Heureusement, vos autres petits soldats sont passés sans encombre sous mes obus. Ils arrivent aux premières lignes de tranchées. Discrètement, sans bruit, chacun remplace ceux qui doivent partir. Les veilleurs au créneau, le sergent dans son poste, les hommes de relève dans leur abri. Allons, bonne chance, au revoir. On est là pour 5, 6, 8 jours, peut-être plus. Que fait-on pendant tout ce temps? Car ce n'est pas toujours la bataille, l'assaut, le bombardement. Les sentinelles, dont le rôle est clair, doivent regarder ce qui se passe en face et s'il y a quelque chose d'insolite, appeler, tirer, donner l'alarme. Quant aux autres soldats, ils ont constamment à s'occuper aux travaux de la tranchée, qui est tout le temps en état de réparation. Puis toutes les corvées, chercher de l'eau qui est souvent loin, du combustible pour le petit poêle, de la nourriture à la cuisine roulante. Vous voyez, vos petits soldats doivent être installés chacun à leur poste. Car celui qui se promène dans la tranchée comme grand-mère fait le tour de son jardin, c'est le capitaine. Et il vient voir si tout est en ordre et si chacun de ces hommes est à sa place. Un autre inconnu, un observateur d'artillerie qui cherche à se rendre compte de l'emplacement exact des tranchées ennemies sur lesquelles ses canons doivent tirer. Et puis voilà un autre visiteur, modeste, mais combien attendu et béni quand il arrive enfin, le vaguemestre. C'est le facteur des tranchées. Souvent, il lui a fallu faire un chemin très dur sous le bombardement. Qu'importe, il va vite car il sait bien qu'il apporte à ses humbles soldats ce dont ils ont tant besoin. Les lettres, les cartes, les photos, les paquets.
Cette vie de tranchée, qui a duré pour nous 4 longues années, est aussi entrecoupée par les batailles et les alternatives d'avance et de recul. Car trop souvent, les hommes reçoivent l'ordre de partir à l'assaut des lignes ennemies et traversent le no man's land sous les tirs d'obus et les pluies de balles des machines à découdre, les terribles mitrailleuses. Et croyez-moi, à part le bruit, celles-ci n'ont rien à voir avec la couture. François soupire tristement. Alors c'est perdu d'avance. Seuls ceux qui résistent aux balles peuvent gagner et traverser le no man's land. Perdu ? Répète l'oncle René. Oh, ce que vous devez savoir sur cette histoire, les enfants, c'est que sous le soleil brûlant de l'été, les glaces de l'hiver, les boues et les pluies, peut-être pire encore du printemps et de l'automne, partageant nos tranchées avec les rats et les poux appelés familièrement les totos, nous avons tenu. Vous comprenez que nous l'aimons, cette terre de France, que nous avons pétrie de notre sang, de nos mains écorchées, de nos pieds meurtris, cette terre avec laquelle pendant 4 ans nous n'avons fait qu'un corps et qu'une âme. Et vous, les enfants, pour qui nous avons conservé libre ce magnifique héritage, pensez-vous que nous nous sommes contentés de mots tels que « c'est perdu d'avance » Une larme monte aux yeux du jeune homme, au souvenir de son frère tué devant Verdun, de tous les camarades morts ou mutilés, des heures terribles vécues là-bas. La petite voix réconfortante de Simone le sort de ses pensées. « Non, ce n'est pas perdu. »« Innovons, propose-t-elle. »« Oui, naviguons, dit Henri. »« Volons, ajoute Madeleine. »« Fabriquons à toute vitesse, lance à son tour François. » Face à leur enthousiasme, l'oncle René chasse ses idées tristes. « Simone, Henri, allez nous chercher le goûter. Nous le mangerons près du bassin, à l'autre bout de la pelouse. Et puisque nous redescendons les tranchées, je vais vous apprendre les chansons qui nous entraînaient sur les routes quand l'étape était trop longue. » Le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour Lourou, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon. Comme son vin, son œil pétille, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton. Près du bassin, la joyeuse bande écoute l'oncle René poursuivre son histoire en dégustant le goûter. « Les enfants, vous avez tous raison, dit-il. En temps de guerre, il faut innover et produire beaucoup. Des armes, des munitions, des véhicules motorisés, voire même armés. Ceux-là, on les appelle les chars. C'est une invention de la Grande Guerre. Des grosses autos de guerre, blindées, ça veut dire résistantes aux balles, munis de canons remplis de soldats passant partout. Car avec ces autos, on peut traverser le no man's land sans être fauché par les balles des machines à découdre. C'est vrai aussi que toute cette guerre ne se passe pas que sur Terre. Il y a des galeries sous terre, des avions dans l'air, des bateaux sur l'eau et des sous-marins dessous. Allez vite chercher vos petits avions en carton. Attachez-les par un grand fil à de longues baguettes, voilà. Courez très vite et vos avions s'élèvent. C'est ça, bravo. Maintenant, livrez bataille, chassez-vous. Tournez les uns autour des autres, passez par-dessus les lignes des tranchées, d'où les canons anti-avions vous tirent dessus à toute volée. Vous n'êtes pas touchés ? Non. Bien. Alors rentrez vite apporter les informations collectées en arrière des lignes. Puis allez vous reposer, braves petits aviateurs, jusqu'au combat de demain. Quant aux guerres maritimes et sous-marines, elles sont faites de camouflage, ces terribles jeux de cache-cache à travers les flots. Faisons une bataille navale sur le bassin de grand-mère avec vos bateaux en papier. Il faut imaginer, oui, imaginer qu'ils partent d'un port américain. Ils se dirigent en convoi vers Brest, tout à l'autre bout. Ils sont chargés d'approvisionnement ou bien de troupes, car les États-Unis nous ont rejoints, comme l'Italie, le Japon, la Grèce et j'en passe. Durant la traversée,
le convoi est entouré de torpilleurs qui vont et viennent pour le défendre. Et moi, avec une longue baguette un peu recourbée, je plonge sous l'eau et je reste invisible. Je serai le sous-marin ennemi dont seul le périscope indique la présence. Si vous l'apercevez, tirez dessus avec tous vos canons, il se sauvera ou peut-être sera coulé, et vous aurez gagné. Mais si vous le laissez approcher, c'est votre navire qui sera torpillé. Vous aurez perdu. Face à leurs menaces, on invente de nouveaux moyens de défense. Des bateaux spéciaux et des hydravions qui les survolent, les voient dans l'eau, même en plongée, et les criblent de bombes. Du côté allemand, Henri, tu n'es pas resté inactif. Tu as autant de matériel de guerre que les Alliés. En 1918, leur commandement va lancer toutes ses forces sur nos lignes dans une immense bataille qui sera la dernière de la guerre. Cette bataille, commencée avant Pâques, se termine après la Toussaint par la victoire complète des Alliés. En attendant, laissons un peu dormir tous nos petits soldats français et alliés qui, depuis des mois, ont transformé la France en une vaste tour de Babel. Ils dorment, nos petits soldats alliés. Le front est si calme qu'on oublie presque la guerre à l'approche du printemps. Ils dorment. Soudain, un vacarme épouvantable les réveille. Les Allemands lancent leur dernière offensive. En un jour, ils tirent autant d'obus que pendant toute la guerre de 1870. Une brèche se fait dans le front allié. Le flot allemand s'y précipite, il va passer. Il est passé? Et Paris est à sa merci? Non. On reculera s'il le faut, mais les ennemis ne passeront pas. Dans ce grand danger, on s'aperçoit que l'union fait la force, et Ferdinand Foch est nommé commandant des armées alliées. La bataille prend de l'ampleur. Madeleine, fais reculer tes Anglais. François, cède du terrain. Et toi, Simone, tu vas bientôt livrer une deuxième bataille de la Marne. Le 15 juillet, les Allemands tentent une suprême poussée. Elles se retournent contre eux et ils sont rejetés par notre terrible contre-attaque du 18. Allons, hardis, les petits gars bleus, en avant les tanks, canons et mitrailleuses, tirez, en l'air les avions et que tout le monde s'y mette. Attaquez, attaquez, répète Foch. Les soldats alliés ne se font pas prier. Nous voici à Saint-Quentin, à Lille, à la frontière, en Belgique. 600 000 hommes se tiennent prêts à envahir l'Allemagne, quand début novembre, une auto allemande avec son drapeau blanc s'approche de notre grand quartier général. Le 11 novembre, dans la clairière de Rotonde, on signe de part et d'autre. Ce jour-là, la France, palpitante, écoute le texte glorieux de l'armistice. C'est la fin des combats. Les cloches de France qui avaient sonné le tocsin en 1914 chantent aujourd'hui la victoire. À les entendre, la joie déborde. On s'embrasse dans la rue, on danse au carrefour, on décore les maisons. C'est fini, c'est fini. Les survivants vont enfin pouvoir rentrer dans leur foyer. Quant à nous, cueillons une gerbe de fleurs dans le jardin de grand-mère. Nous irons ce soir la porter au monument de ces héros. Car 1 500 000 hommes ne reviendront pas. Et leur sacrifice doit rester vivant dans notre cœur. Maintenant, les enfants, nous allons replier la grande carte qui est étalée sur la table de grand-mère. Car les combats sont finis. À la place, Henri et François, apportez la vieille boîte de construction de votre papa. Construisons le château de Versailles et au milieu une grande salle, la galerie des glaces. Le 28 juin 1919, elle est le cadre d'une scène historique, la signature de la paix par toutes les nations belligérantes. On raconte que le silence se fait dans la grande salle lorsque les 2 plénipotentiaires allemands entrent par une petite porte. Après quelques brèves paroles de Clémenceau, on signe le traité. C'est terminé. L'Alsace et la Lorraine retournent à la patrie française. C'est la victoire, c'est la paix. Maintenant, les enfants, c'est à vous de construire la suite de notre histoire. Car demain, vous rentrez déjà en classe. Les vacances sont finies. Ils rangent les jouets, font une dernière partie de cache-cache au jardin, caressent les chiens et le chat, embrassent grand-mère, disent merci à tante et à l'oncle René, puis rentrent chez eux avec leurs parents.
Plus tard, ils raconteront à leur tour les récits de la Grande Guerre, car ils avaient compris ces vacances-là que les histoires du temps passé nous parlent aussi beaucoup du temps présent. Fin. Voilà. Je vous ai donc conté l'histoire La Grande Guerre, racontée à 4 petits-enfants. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle session du musée dans votre canapé. Et au plaisir de vous revoir. Au revoir.